Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme ce matin pour un nouvel épisode Loin mais ensemble, le rendez-vous des femmes inspirantes. Et on en a encore une ce matin, encore une bonne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une semaine ou 15 jours, j'ai reçu Séverine Vidal, qui est autrice de nombreux livres pour ados, pour enfants, mais également autrice de cette magnifique BD, George Sand, dont je vous avais longuement parlé. Alors ce matin, je reçois Kim Consigny, qui est illustratrice, dessinatrice de bande dessinée. Alors, elle est là, c'est génial. Hi Kim. Salut Cécile. Bonjour. Bonjour. Bonjour Kim. Bonjour. Enchantée de te voir en vrai, de te Moi, rencontrer. Comment vas-tu? très bien. Et toi? Ça va super, merci. T'es en vacances? T'es où Non, là? pas encore. Pas Bientôt. encore. Bientôt. D'accord. T'habites où? J'habite à Paris. T'es à Paris, d'accord. Nous sommes donc voisines. Oui. D'accord. Alors, Kim, pour te présenter en quelques mots, et si je me trompe, n'hésite pas à me reprendre, tu es illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. Exactement. Tu es entre autres illustratrice de cette bande dessinée qui est magnifique, George Sand, dont nous avons longuement parlé avec Séverine Vidal il y a très peu de temps. Alors, j'ai beaucoup de questions à te poser parce que c'est un univers que je te trouve formidable, l'univers du dessin, de la bande dessinée, mais je trouve ça tellement extraordinaire. Et je suis tellement une piètre dessinatrice, je suis tellement nulle en dessin, mais ça me fascine. Je trouve ça vraiment je trouve ça extraordinaire d'avoir des mains en or comme ça, comme tu peux avoir. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de ton parcours? Quelle était ta vie scolaire, j'en sais rien. Raconte-nous un petit peu ta vie jusqu'à aujourd'hui. Je n'étais pas du tout partie pour devenir illustratrice ou dessinatrice de bande dessinée. En fait, après un bac L que j'ai adoré, je me suis orientée vers l'architecture. Et donc, en fait, j'ai fait des études d'architecture. J'ai fait ma licence, donc les 3 premières années à l'école de Marseille, parce que en fait, je suis originaire du Sud-Est. Et ensuite, je suis montée à Paris pour mes 2 années de master. Donc, je suis diplômée de l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Et en fait, en parallèle de mes études, j'avais ouvert un blog de dessin et j'ai rencontré plein de gens à travers ce blog. Et j'ai commencé à faire de la bande dessinée et de l'illustration en parallèle de l'école. J'ai arrêté l'école pendant un an entre ma quatrième et ma cinquième année pour sortir une première bande dessinée, donc Paris Danique, que j'ai là, avec, voilà, avec Rob Diallo au scénario. Donc c'était hyper intéressant, c'était vraiment une super bonne expérience. Et voilà, et donc après mon diplôme, j'ai commencé à travailler à temps plein en illustration et en bande dessinée. Voilà. Incroyable. Donc, du coup, l'architecture, mis de côté, du jour au lendemain, terminé. Ouais, en fait, je pense que à partir de la deuxième ou troisième année, dans le fond, je savais que c'était pas ça que j'avais envie de faire. Mm. Mais c'est trop dur de me dire, oui, j'ai commencé, j'arrête, je fais complètement autre chose. J'ai un peu, au départ, j'ai une petite tendance bonne élève qui a envie de bien faire les choses et tout. Et en fait, je me voyais pas du tout arrêter, donc j'ai changé d'école. Ça, en fait, parce que Mm. je me suis dit que c'était peut-être l'école le problème. Et en fait, c'était Bien sûr. Le voile de la face, ouais, voilà, mais c'est pas grave, j'ai rencontré plein de gens, bien c'était sûr. hyper intéressant, c'était super. Et tu as toujours dessiné? Parce Oui, que tu t'es pas dit du jour au lendemain, tiens, je vais faire une bande dessinée, c'est parti, quoi. Donc, tu as toujours, depuis... Raconte-nous petite, comment oui, tu étais? Raconte. j'ai toujours dessiné, enfin, d'aussi loin que je m'en souvienne, enfin, oui, selon mes parents aussi, j'ai toujours eu un crayon à la main. Et surtout, j'ai pas vraiment arrêté. Il y a des gens qui arrêtent, enfin, la plupart des gens en fait arrêtent et Mm. en général ne reprennent pas. Moi, j'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours beaucoup plu. J'ai toujours dessiné en cours, parce que mes profs n'aimaient pas trop. Et en fait, mon compagnon dessine également, et c'est vrai qu'on s'est un peu tous les deux
motivé à poursuivre là-dedans. Lui aussi est architecte et dessinateur en fait. Donc c'est vrai que ça Ouais. motive pas mal. Et puis pareil, de rencontrer plein de copains dans ce milieu-là, ça aide aussi à pas perdre le fil. C'est toujours plus motivant à plusieurs, surtout que ça reste une discipline qui est très solitaire. Mm. Donc d'être entouré, ça permet de pas perdre ça, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais donc, quel que soit le travail d'ailleurs, quel que soit le métier qu'on fasse, être entouré au moins d'une personne qui fait la même chose que nous et qui nous comprend, Oui, bien sûr. ça va être bien, complètement. Euh, Par exemple, un dessin, alors attends, je prends au hasard, d'accord? Un dessin tel que celui-là, pour une page entière. Ouais. Tu mets combien de temps? Ça te prend combien de temps de faire ça? C'est un petit peu difficile de répondre à cette question-là parce qu'en fait, je fais pas tout d'un coup. En gros, ouais, une bande dessinée, moi, je le fais par étapes. C'est-à-dire que je vais commencer par prendre le texte de l'auteur ou de l'autrice, donc en l'occurrence le texte de Séverine, Hum, faire un découpage. Donc Séverine, elle découpe déjà tout, c'est-à-dire que quand elle me fournit un scénario, c'est pas un bloc de texte géant avec rien de tranché dedans. Elle me dit page 1, case 1, elle me met les dialogues, quelques indications de scène éventuellement. C'est pas le cas de tous les scénaristes, c'est très bien aussi, mais là pour un si gros projet, hum. c'était très bien que Séverine cadre déjà les choses parce que ça gagnait un temps précieux. Ouais. Et, 300 pages quand même, 300 pages de... ouais, C'est balèze. c'est long. Et donc, je commence voilà, par prendre ce texte et en faire d'abord une toute petite page minuscule dans laquelle je dessine donc, les différentes cases, mais juste pour avoir le rythme. Ensuite, je passe à un format A5, donc c'est la moitié d'un format A4 qui est le format papier-machine Hum, classique. Et là, je dessine, donc je fais mon storyboard, donc une espèce de crayonné en fait, où je vois quelle taille prennent les bulles, à quoi vont ressembler les personnages, les attitudes, etc. Ensuite, je scanne ça, je l'imprime à l'échelle à laquelle je vais dessiner, et ensuite, voilà, je recrayonne par-dessus et je fais mon ancrage. Donc, je pense que je dois passer à peu près en cumulé peut-être une journée par planche, mais je peux pas en être tout à fait certaine, je ne sais pas vraiment. Mais, ouais. euh, Hum. mais en fait, l'étape finale où je fais mon crayonné et mon ancrage, là, sur George Sand, je faisais à peu près 3 pages par jour. Donc 3 pages de crayonné le matin et 3 pages d'ancrage l'après-midi. Et du coup, en fait, alors j'ai sorti mes... J'ai Ah, super. récupéré récemment mes originaux. Donc je peux vous montrer. Donc le format de la bande dessinée finale, c'est ça. Oui, Et les ancrages, voilà, sont quand même plus grands. un peu plus grand, ouais. Un peu plus grand, ouais, c'est à peu près un A4. Mais Et, tu travailles au crayon ou alors tu as... parce que heureusement, j'ai une amie qui est dessinatrice, donc elle a un iPad spécial. C'est ça? C'est là-dessus que tu travailles? alors, je travaille pas avec un iPad, je travaille avec un iPad pour les commandes de romans, par exemple, où je fais de Hum, l'illustration pour des romans jeunesse. Par d'accord. contre, pour la bande dessinée, je travaille à la main. Donc, en fait, j'ai un super outil qui s'appelle une table lumineuse, donc qui est vraiment enfin, bah, une table qui est éclairée et qui me permet de décalquer, en fait. Ah oui, bien sûr. Et ensuite, j'encre donc à la main avec un stylo plume très bête. Je peux aller chercher. Oui, vas-y, ouais, ouais, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est vraiment un stylo plume tout bête. Ok. Platinum, je crois Platinum Carbon Pen, Carbon Ink Pen. Donc il coûte peut-être 10 euros, quelque chose comme ça, et qui est rechargeable. Donc c'est très pratique. En fait, j'ai une cartouche que je remplis avec une petite bouteille d'encre spéciale et ça coûte vraiment pas très cher et je le trouve très bien. Il y a beaucoup de gens qui dessinent avec ça. C'est pas le meilleur des stylos plumes, mais bon, moi, il me convient. Voilà. Merci pour ces indications. Et alors, comment tu as fait pour George Sand, pour justement t'approprier George Sand? J'ai lu parce que j'ai participé à une interview où vous aviez été d'abord interviewées toutes les deux avec Séverine. Et il fallait Ouais. que je rebondisse sur ce que vous disiez. C'est dans Fémi 9, tu vois. Oui. Et ça m'a marqué, ça. Tu as mis, oui, mais comment on fait pour
dessiner finalement les robes de l'époque. Mm. Les gens se baladaient pas en voiture, hein. Donc c'est les chevaux, c'est les calèches, c'est tout ça. Donc tu t'es quand même vachement documenté. Et ça t'a pris du temps? Oui, en fait, d'abord avant de commencer à travailler avec Séverine, donc on a monté le projet. C'était un projet qu'on a amené à un éditeur en fait avec qui Séverine. Séverine, elle vient d'arriver. Coucou Séverine, un petit Coucou coucou. Séverine. et pardon, je me suis perdue. Oui, donc on a monté un dossier, donc on a fait quelques planches ensemble. Donc Séverine a fait un petit script en fait pour donner envie à l'éditeur, etc. Et une fois que ça a été signé, je me suis dit, je me vois pas me lancer direct dans le projet avec juste le texte de Séverine parce que je sais que ça va être super, mais j'ai besoin de la connaître moi aussi. Donc j'ai lu son autobio, j'ai lu plusieurs biographies, donc celle que Séverine avait lue et qui lui avait donné envie de travailler là-dessus, et aussi de Michel Perrault qui est super. Euh, et j'ai lu Indiana, j'ai lu quelques échanges de lettres avec Musset, etc., pour me mettre un peu dans le bain. Après, je me suis arrêtée en me disant, si tu bois, lis, manges George Sand pendant 1 an et demi, tu vas pas t'en sortir. Donc, mais c'était hyper intéressant. Et ensuite, le moment où il a fallu dessiner, par contre, là, je me suis rendu compte que je savais que ça allait être beaucoup de travail, mais que je n'avais pas anticipé les recherches que ça allait me demander. Parce qu'en fait, je ne vis pas au 19e siècle. Ça paraît idiot dit comme ça, mais moi, j'y connais rien. Et puis surtout, il fallait traverser tout un siècle. Et il y a énormément de changements pendant ce siècle. Donc le 19e, il y a beaucoup, beaucoup de changements politiques. Et en fait, par exemple, la mode suit les changements politiques aussi. Donc, c'est-à-dire qu'une robe taille empire, ça s'entend dans le nom, mais en fait, ça correspond au Premier Empire, donc à Napoléon Ier. Et en fait, 10 ans plus tard, on ne s'habille plus du tout de cette manière-là. Ça évolue énormément. Et en fait, à chaque page, je passais d'abord pas mal de temps à chercher des références sur Internet. Donc, j'avais trouvé des tas de gravures et de tableaux d'époque qui me permettaient de m'appuyer pour voir à peu près est-ce que ce que je faisais, c'était cohérent. Enfin bon, voilà. Mais c'est on en discutait avec un live il n'y a pas très longtemps avec donc l'autrice Si, Cyrielle, qui pour Radium Girls a eu plein de problèmes pareils, où en fait à quoi ça ressemble une radio en 1920. Voilà, c'est pareil, des histoires de boutons de porte, de calèches. J'avais très très peur de faire des contresens historiques. Voilà. Oui, c'est vrai, les portes. C'est idiot, mais les poignées de porte, rien que les poignées de porte, c'est tout un... Ouais, ça peut être très différent en fait. Bon voilà, après moi les problèmes principaux ça a été surtout oui les calèches, les vêtements, des choses bêtes, mais par exemple à quoi ça ressemble une lettre au 19e, en fait le papier ça coûte cher, donc on a tendance à plier la feuille et laisser juste un petit carré sur lequel on n'écrit pas, mais sinon en fait la lettre fait enveloppe aussi et on peut écrire dans un sens, puis dans l'autre, puis en diagonale pour ne pas gâcher de papier. C'est assez fou à voir. Oui, c'est vrai. Enfin, j'adore les émissions historiques. Et c'est vrai, quand ils montrent c'est vrai, tu as raison. Il y avait toujours des bouts où tu te dis, mais t'as qu'à prendre une deuxième page, c'est bon. Non, t'as raison. C'est pas si. Non, on ne se retrouvait pas à l'angle de la rue. Non, c'est vrai. Non. Totalement. Et oui, c'est vrai qu'ils repliaient, tu as raison. Non, c'était des détails, mais enfin, chaque détail compte et c'est vrai que c'est vachement important. Comment tu t'es représenté, comment tu as fait pour les visages? Parce que à chaque fois, surtout que Georges Sand, je ne veux pas dire, mais elle était quand même très très entourée. C'est ce qu'on disait justement avec Séverine Vidal. Elle connaissait la terre entière à ce moment-là, le tout Paris, passé chez elle. Comment tu as fait à chaque fois pour t'en sortir avec toutes les têtes différentes des personnages? Alors, c'était pas évident. Après, il y en a. Donc, tu le disais, elle était quand même très entourée par des auteurs, des peintres, énormément de gens qui ont compté au 19e. C'était pas rien. Et en fait, il se trouve que c'est pour la plupart des gens dont on a des traces et dont on a des peintures ou des portraits photographiques. Après, pour les photos, c'est plus sur la fin de sa vie. Donc, pour beaucoup, je me suis basée surtout sur des dessins, des gravures, des peintures. Mais ensuite, il faut les rendre vivants. On ne manque pas d'images de Georges Sand ou de, je sais pas moi, Musset, par exemple. Mais oui, faut les habiter, en fait, pour qu'on y croit. Et pour ça, donc, en plus des peintures qui sont peut-être plus proches de ce à quoi il ressemblait à l'époque, je me suis basée aussi sur des films. Donc, par exemple, pour Georges Musset, j'ai regardé Les Enfants du siècle, je crois, donc avec Juliette Binoche.
Et en fait, ça permet aussi de voir un peu les costumes en mouvement, parce qu'en fait, finalement, moi, je me suis basée sur des gravures de l'époque, mais en fait, c'est toujours des poses, donc très posées, Oui. que ça vise vraiment juste à montrer le vêtement et pas du tout comment on bouge dans l'espace. Ça contraint beaucoup un corps, en fait, une énorme robe, par exemple. C'est vrai. Mm. Et Georges s'en est vite débarrassé d'ailleurs de ses Oui. robes. Parce C'est bon, Ouais. sortez-moi de là, ça suffit. Ouais. Non, mais pour pouvoir évoluer dans la rue, en fait, une femme dans la rue seule, ça se fait pas de la même manière qu'un homme dans la rue seul. C'est encore vrai aujourd'hui, Oui. malheureusement, mais c'était encore plus vrai à l'époque. Hmm. Par exemple, quand tu travailles, tu peux, par exemple, travailler sur 2 livres différents en même temps, ou en général, c'est compliqué. Alors, pour la bande dessinée, je le fais pas, comme c'est des très gros projets. Je ne fais qu'une seule bande dessinée à la fois, normalement. Après, je travaille généralement aussi sur des livres jeunesse en parallèle. Hmm. Alors, c'est pas des gros albums jeunesse, des beaux albums jeunesse. Moi, ça, j'en ai jamais fait. C'est pas quelque chose que je sais faire, donc je ne le fais pas pour l'instant, en tout cas. Hmm. Par contre, je travaille aussi sur des romans en parallèle en général. Parce que ça me permet de créer une autre dynamique et aussi tout simplement pour gagner ma vie. En fait, la bande dessinée, c'est pas un milieu très facile. Hmm. Donc j'ai besoin de ça, pour l'instant en tout cas, à côté. Et puis, ça reste des projets intéressants, c'est très fun à faire, c'est pas du tout la même temporalité. Donc c'est chouette aussi d'avoir des plus petits projets plus ponctuels en parallèle. Par rapport aux bandes dessinées, tu travailles toujours en collaboration avec quelqu'un ou il t'arrive de faire texte et dessin J'ai jamais travaillé toute seule. sur En un fait, projet? c'était des projets en binôme. J'ai coécrit une fois avec donc Solène Joanneau sur cette BD-là. Voilà. Il s'appelle comment, dis-moi, parce que ça arrive à l'envers sur Alors, l'écran. ça s'appelle La Petite Mosquée dans la Cité et c'était dans la collection Sociorama chez Casterman. Donc, Ok. c'est une collection qui met en relation des auteurs ou des autrices de bande dessinée et des sociologues. Et donc, moi, j'ai travaillé avec Solène Joanneau sur les imams en France. Donc, elle a fait sa thèse sur les imams en France. Elle en a suivi plusieurs dans différents types de mosquées. Et c'est vraiment une collection qui vise à vulgariser en bande dessinée de la sociologie, puisque en fait, finalement, des ouvrages de sociologie, à part les sociologues, il y a moins de gens qui en lisent. C'est vrai. Et vraiment une très chouette collection. Et donc là, l'idée, c'était aussi d'apporter mon savoir-faire en bande dessinée main dans la main avec le savoir-faire d'une sociologue. Et donc, on a coécrit ensemble. Mais c'était la seule fois, sinon c'est toujours avec un scénariste ou une scénariste. Et ou à part voilà, quelques pages par-ci par-là dans des magazines pour Topo ou pour Phosphore par exemple. Mais j'ai jamais fait de longs récits seul. Encore une question par rapport à George Sand. Est-ce que c'est toi qui définis la taille à chaque fois des... Parce que ça aussi, c'est truc de fou. Des fois, il y a une page entière. Et puis des fois, il y a des petits carrés, des fois des plus grands. Des fois, j'ai vu George Sand seul sans carré autour. Attends, je vais retrouver. Oui. Là, par exemple, là, ici. Et c'est toi qui définis ça? Ou Alors, c'est prédéfini avant? ça dépend des projets. En l'occurrence, avec Séverine, ça a été un peu des deux. Elle avait déjà écrit énormément de choses, donc il y avait des moments où je savais qu'elle voulait une pleine page, etc. Ça a pu arriver d'ajuster un petit peu, mais en général, pas trop. Avec Séverine, on se connaît bien et ça marche bien ensemble. Enfin, ça fait des années qu'on travaille ensemble, donc c'était facile. Après, pour ce qui est de avoir ou pas un tracé autour de la case, je crois que c'est moi qui l'avais choisi. Mais sans certitude, parce que ça, c'est des décisions qui ont été prises assez tôt dans la BD, donc je me souviens plus trop. Mais je pense que c'est moi. Mais par contre, effectivement, savoir si c'est une pleine page ou pas, souvent c'est Séverine qui l'a indiqué. Pas toujours, mais assez souvent. Mais donc là, le projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, par exemple, comme le texte n'a pas été découpé, c'est moi qui prends cette décision. À Ah, moins que d'accord. ce soit vraiment. Alors là, j'aimerais bien une pleine page, mais je peux prendre la liberté de le faire, même si ça n'a pas été écrit, si je trouve que c'est pertinent dans le récit. Oui, tu as quand même une sorte de liberté. On t'impose pas Ouais, tout de A à Z. Ça, c'est non, non. intéressant. Quand,
quand tu dessines, quand tu commences à dessiner, enfin, là, tout est en noir et blanc. Dans cette BD-là, tout est en noir et blanc. Mais quand tu démarres, de toute façon, tu démarres toujours par le noir et blanc avant de colorier pour d'autres. On est d'accord? Le noir et blanc, c'est toujours avec ta plume. C'est jamais au crayon à papier, par exemple. Non, je ne l'ai jamais fait, je crois. Alors, je regarde, je vérifie. Non, non, je travaille toujours au D'accord, stylo à la plume. plume. Non. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien développer parce que je trouve qu'il y a plein de BD qui sont hyper belles, qui sont donc au crayon à papier et ensuite mises en couleur. Je pense par exemple aux Grands Espaces de Catherine Meurice, qui est une très très belle BD et qui est vraiment entièrement Je connais donc, pas sûr. au crayon gris. Et ensuite, elle a une coloriste qui a travaillé sur les couleurs. Après, ça demande c'est d'autres contraintes techniques, ça change un peu le dessin aussi, c'est des choses qu'il faudrait que j'essaye, mais que pour l'instant, j'ai pas encore développé, mais j'aimerais bien. Hmm. Mais c'est Notez, les gens. compliqué après aussi de réussir à trouver un outil avec lequel on se sent bien et qui permet du coup d'avancer sans se poser trop de questions, parce que la bande dessinée, ça a aussi un côté comme ça, pour moi en tout cas, où il faut que ce soit quand même relativement efficace. Si je passe trop de temps sur une planche, bah, si j'en ai 300, ça va être difficile. Donc, Hmm. je fais pas tellement de projets courts, j'ai besoin d'être très à l'aise avec l'outil que j'utilise pour pouvoir avancer. Bien sûr, bien sûr. Mais Mm. c'est ça qui est étonnant à chaque fois. C'est chaque dessinateur d'ailleurs a à son propre outil fétiche. C'est Ouais, pour ça que c'est intéressant de te poser la question parce que j'ai une amie qui dessine beaucoup et qui utilise plein de stylos différents, ça dépend de son humeur, etc. ouais. D'ailleurs, est-ce que tu dessines parfois pour toi? Est-ce qu'il t'arrive juste, Alors, comme moi, des fois que je suis au téléphone, je peux faire des gribouillis, tu vois, le truc des ronds, super. Mais est-ce que toi, par exemple, tu fais des beaux dessins quand tu téléphones, par exemple? Est-ce que ça t'arrive? je dessine pas trop au téléphone. Je suis en train de me rendre compte. Alors, je le faisais plus quand je ne passais pas mes journées à dessiner. Mm. Voilà, donc quand j'étais étudiante en architecture, je dessinais énormément pour moi. Je le fais un peu moins maintenant parce que j'ai aussi besoin d'en sortir. Je ne fais pas vraiment partie de ces dessinateurs et dessinatrices qui ont besoin de dessiner tout le temps. Je n'ai pas vraiment cette urgence-là, enfin, moins que d'autres gens en tout cas. Et surtout, j'ai de plus en plus de mal à dessiner sans but, en fait. Ouais. Dessiner purement pour le dessin, je le fais un peu moins maintenant. Par contre, un truc que j'aime beaucoup faire et que j'ai plus ou moins le temps de faire en fonction des périodes, c'est de tenir des petits carnets dessinés. Par exemple, pendant le premier confinement, bon, la période était très compliquée, enfin, tout le monde s'en souvient, c'était très très bizarre, enfin, c'était assez difficile. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'impose une espèce de discipline pour pas perdre le fil. Je me suis dit que ce serait dommage d'oublier comment je me sentais à ce moment-là. Donc, j'ai Mm. tenu cette espèce de journal de bord dessiné, comme finalement l'ont fait beaucoup de dessinateurs en fait. Mais c'est assez marrant à reparcourir aujourd'hui parce que du coup, je note des petites choses que jamais je remarque dans la vie de tous les jours maintenant que beaucoup de choses ont rouvert et qu'on peut sortir. Mais, euh, mais non, oui, voilà, ce sera plutôt des petites BD sans crayonner, donc vraiment lâchées, toujours avec la même plume, Mm. mais plus libre en fait quand je dessine pour moi. Et tu dessinais quoi pendant le premier confinement? C'était quoi? Des émotions? Des choses que tu avais pu remarquer? C'était quoi? Euh, alors, c'était vraiment du journal. Je peux aller regarder parce que je l'ai quelque part. Mais, est-ce que celui-ci. Par exemple, bon, c'est pas fascinant pour le monde extérieur parce que c'est vraiment des histoires de. Bon, bah voilà, je suis au téléphone avec une amie, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais pas, donc mon compagnon qui fait un rendez-vous au Skype. Je fais des courses, on mange sur le balcon. Enfin bon, voilà, c'est vraiment des scènes de la vie quotidienne, quoi. C'est rien de fou pour le monde extérieur. Mais ouais, non, c'est vraiment juste histoire de garder une trace. Et puis je notais des choses aussi sur ce qu'on entendait à la radio. On a été pas mal branchés sur la radio en Mm. permanence. Là, Mm. c'était assez anxiogène. Mais, euh, mais oui, des notes de comment je me sentais à ce moment-là, enfin, comment j'imaginais que ça allait évoluer. Alors, j'avais pas réalisé que ça allait durer si longtemps, par exemple. Oui. Enfin, Mm. comme Comme mais beaucoup, hein. Et ça va peut-être sortir un jour. On pourra peut-être non. trouver ton journal ou pas?
Non, 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 il y a des gens qui l'ont fait, hein, mais moi, ça n'a pas du tout vocation à être publié. C'est vraiment juste pour moi. Et en plus, enfin, là, c'est typiquement des trucs, ça ne fait rire que moi et mon compagnon parce qu'on est dedans tous les deux, mais c'est tout, Ah, quoi. Enfin, voilà. d'accord. Pas, je suis sûre que non. Je suis sûre que ça toucherait. Comme idée, Si ça t'a touché toi, c'est que ouais. ça touche probablement plein de gens. Non, mais je pense que enfin, beaucoup de gens peuvent se retrouver un peu dedans parce que c'était des Oui, trucs très critiques, mais en fait, ma vie était organisée autour de essayer de faire une journée de travail à peu près cohérente parce que, donc, moi, mon travail n'a pas été très impacté par la crise. Et puis, j'étais en plein Georges Sand, donc j'avais beaucoup de travail. il y a de quoi faire. Ouais. Et sinon, il y avait ouais, bah, faire un peu de sport, faire quelques courses de temps en temps, cuisiner, manger, et ensuite, bah, le soir, lire ou regarder un film, quoi. Voilà, par exemple, c'est une période où on a regardé Twin Peaks euh, que j'adore. Et, euh, et j'avais posté, après, enfin, pendant le confinement, j'avais posté quelques pages du carnet et j'avais eu pas mal de retours positifs où en fait finalement on a tous un peu envie de savoir comment ça se passe chez les autres. Surtout une période comme ça où on sait qu'on est tous en train de vivre à peu près la même chose au même moment C'est vrai. et Mm. qu'on ne vit que ça. Mais bon, voilà. Ça, c'est intéressant. J'ai vu sur ton Insta que tu parlais de végétarisme. Tu avais fait Ouais. une. C'est quoi? C'est une BD sur le végétarisme, c'était une demande ou c'est venu de toi? C'était spontané. Euh, Pas du tout. Bah alors voilà, par exemple, dans les fois où j'ai envie de dessiner pour moi, il y a eu cette fois-là où Ah, en fait je suis végétarienne donc depuis plusieurs années et en fait quand le sujet vient sur le tapis avec des gens que je connais pas encore ou pas très bien, il y a souvent plein de questions et j'ai fini par me dire des années en fait peut-être qu'il faudrait que je fasse un post récapitulatif pour expliquer tout ça en fait, comment j'en suis arrivée là, pourquoi je suis toujours végétarienne, pourquoi pendant des années je ne disais pas que j'étais végétarienne et juste je disais non merci, je mange pas de viande, je mange pas de poisson. mm. Euh, et en fait, oui, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de mettre ça en forme et de le communiquer. Et puis je trouve en plus que le dessin, c'est un très très bon vecteur d'information. C'est quelque chose que tout le monde comprend en fait. Encore plus que les mots finalement dans un pays étranger en fait parfois pour communiquer le dessin ça peut être très très utile Ouais. et, et voilà, je me suis dit, allons-y. C'est vraiment un retour d'expérience personnelle. C'est pas un poste qui vise à dire vous devriez tous être végétariens, voilà pourquoi tout le monde devrait le faire. C'était vraiment pourquoi moi je suis végétarienne, qu'est-ce que c'est pour moi et qu'est-ce que ça implique, quoi. Mm. Et donc D'ailleurs, c'est je pas suis une. tombée sur un dessin très drôle où tu parles de ton chat qui fait la gueule. Ouais, Les ouais, animaux ont des émotions. oui, J'ai oui, pour absolument. preuve mon chat qui faisait la Ouais. gueule. Non, mais c'est très drôle en fait quand on se rend compte parfois quand on les connaît bien. Oui, ils font pas tous des choses comme ça, mais les animaux qu'on côtoie au quotidien, en fait, ils ont tous une personnalité et des comportements. Oui, et donc mes parents avaient donc ce chien qui, quand on se moquait d'elle, faisait la gueule quoi. Enfin, elle allait dans son panier et elle nous tournait le dos et ça pouvait prendre, je sais pas, 1 heure ou 2 quoi avant qu'elle revienne. Alors, bon, bah, je m'ennuie finalement, donc je vais revenir. Mais bon, enfin, elle me faisait beaucoup rire. Énorme. Donc, illustration, bande dessinée. Est-ce que tu t'es déjà essayé à la peinture, de dessins plus grands que tu mets dans ton salon pour faire après des expos? Non. Non, jamais. En fait, ça fait partie des choses qui me font très peur. En fait, donc comme je Ah, te le disais au début de la conversation, moi je viens pas du tout de ce milieu-là. Enfin, ben non. donc, je suis architecte au départ et en fait j'ai toujours dessiné, mais j'ai jamais peint. Et en fait, je viens pas du tout d'un milieu artistique. Donc ma mère a été longtemps prof de biologie, par exemple, et mon père est donc ingénieur en pétrochimie, donc rien à voir. Mhm. Et non, il y a pas d'artiste dans ma famille. Et, euh, et en fait, en n'ayant pas de formation dans ce domaine-là, je trouve ça déjà tellement long, tellement compliqué de réussir à accepter que je fais du dessin, que je fais de la bande dessinée. Donc, bah, aujourd'hui, je suis autrice de bande dessinée. Le fait de réussir à accepter ça, c'était déjà long et difficile, enfin, de trouver sa légitimité dans ce domaine-là. Mm. Et donc, non, la peinture, c'est un truc qui me fait super peur. Et je trouve qu'en plus, c'est encore autre chose. Et je ne sais pas si j'arriverai à lier les deux. Mais un jour, peut-être. Hein, je ne sais pas que ça n'arrivera jamais. Mais à la limite, je me verrais presque plus
essayer d'écrire de la bande dessinée que de faire de la peinture. Je sais pas si j'y arrive. Hmm. Question. C'est une personne qui met King Kong artiste. Kim Kong. Kim Consigny, c'est ton vrai nom ou c'est un pseudo, comme beaucoup de dessinateurs Non, c'est mon vrai nom, c'est mon vrai D'accord. prénom, à mon famille. Bah donc, une fois encore, à l'époque des blogs, je ne me suis même pas posé la question. Je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser mon nom parce qu'a priori, je suis toute seule à m'appeler comme ça, donc allons-y. Bon, aujourd'hui, je me dis parfois que peut-être que j'aurais dû en fait séparer les deux et trouver un pseudonyme pour séparer complètement ma vie privée de ma production, enfin de mon travail, quoi. Mais bon, après, je ne suis pas connue, donc c'est pas grave. Mais bon, non, c'est mon vrai nom. Pas connu, pas connu. T'es en bonne voie quand même. On verra. C'est vrai. Tu fais du super boulot. Merci. Ça va aller crescendo, tu vas voir. Aujourd'hui, tu as une trentaine d'années. Ouais. Tu as écrit, tu as dessiné, tu as participé à combien de projets? Tu as écrit, tu as dessiné combien de livres, de BD? T'en as combien à compter? Alors, cette année, donc j'ai eu 30 ans là au mois de mars, et donc cette année, ça fait pile 10 ans que je fais de la bande dessinée, parce que mon tout premier projet de bande dessinée, c'était j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'était dans un collectif qui s'appelait Vivre dessous, et qui était donc un ouvrage collectif dirigé par la maison d'édition Manolo Santis, qui Oui. n'existe plus, mais qui a lancé plein d'auteurs, enfin, qui a fait travailler des gens comme, je sais pas moi, Terreur Graphique ou Timothée Le Boucher, donc Thomas Gilbert, Maud Bégon, enfin énormément de monde. Et en fait, on s'est retrouvés tous dans ce collectif-là. Moi, j'étais en deuxième année, je pense, à l'école d'architecture à Marseille. Et je savais qu'il y avait ce concours parce que je suivais plein de gens, dont des copains, donc Guillaume Pinchina par exemple, qui participait au concours. Et donc mon compagnon, qui s'appelle Thibaut Rassa, qui fait du dessin aussi, donc m'avait dit bah moi j'ai envie de participer, franchement Kim, tu devrais le faire aussi, c'est trop dommage de ne pas le faire. J'avais déjà donc un blog de dessin depuis à peu près un an, un truc comme ça. Il disait franchement je suis sûre que tu pourrais et tout, c'est dommage. Et j'étais là non, je sais pas, j'ai jamais fait de BD, je suis sûre que je vais être trop nulle et tout, enfin, une grosse estime de soi. Bravo, oui. Et j'ai fini par me dire non mais il a raison, c'est idiot, en fait j'ai rien à perdre. C'est bien Donc qu'il t'ait poussé. ouais, Bravo. et donc je me suis dit, bon, bah, allez, on y va. Donc j'ai fait mes planches, c'était, je sais plus, 8 pages, je pense, autour d'une histoire qui avait été écrite par Thomas Caden, qui faisait en parallèle Les Autres gens et qui a fait plein de BD depuis, qui est un dessinateur au départ et scénariste. Et en fait, on a été sélectionnés tous les deux, donc Thibaut et moi, ainsi que pas mal de copains. Donc c'était vraiment Top. très cool. Parce qu'en fait, on avait des amis dans cet ouvrage qui est sorti ensuite, donc trop cool. Et donc, c'est sorti en 2011, si je ne me trompe pas. Et c'était ma première expérience de bande dessinée. Et en fait, ça a été vraiment fondateur parce que bah, j'en avais jamais fait. Et d'un coup, je me rendais compte qu'en fait, bah, déjà, ça me plaisait beaucoup. Et qu'en fait, je pouvais le faire. Ça pouvait intéresser des gens. Enfin, vraiment, révélation, quoi. Et à partir de là, en fait, donc Thomas Caden, qui chapeautait le projet Vivre dessous chez Manolo, m'a contacté pour faire 2 épisodes d'une web série qu'il avait qui s'appelait Les Autres gens, qui Mm. n'existe plus aujourd'hui, mais qui était donc une série de bande dessinée sur Internet où il y avait un épisode par jour. C'était une série qui se suivait donc et qui était dessinée par un auteur différent chaque jour. Donc j'en ai fait 2 et en fait ce site, Les Autres gens, qui fonctionnait par abonnement, c'était un peu un vivier pour les éditeurs et les éditrices parce qu'il y avait plein de nouveaux auteurs, de jeunes auteurs et autrices. Et en fait, à partir de là, quelques temps plus tard, je ne sais pas, peut-être 2 ans après, j'ai été contactée par Sophie Chédru qui travaillait chez Delcourt à l'époque et qui donc, avait trouvé mon nom là-dedans et qui m'a proposé de travailler avec Rokhaya Diallo sur Paris Dami. Mais en fait, si j'avais pas fait au départ donc, Vivre dessous chez Manolo Santis, jamais, je pense, je serais rentrée dans le monde de la bande dessinée ou Mm. pas, enfin, et pas comme ça. Les rencontres de la vie. Ouais. C'est top. Aujourd'hui, là, ton actualité, tu fais quoi là, en ce moment? Tu es sur quel projet? Alors, en ce moment, je travaille sur une bande dessinée avec un ami au scénario, avec l'ami s'appelle Robin Fabre, il sera sous pseudonyme pour la BD. Je sais pas s'il fallait que je dise son nom en fait, Trop mais tard.
grave. On l'a oublié, ça y est. Voilà. Parti. Donc avec un ami au scénario sur une réécriture de Peter Pan, mais sans le côté merveilleux. Donc ça va être une BD plus ado, assez sombre, qui se passe dans une forêt. Donc c'est très rafraîchissant de dessiner ça par rapport à George Sand, où j'avais une galerie de personnages énorme, des lieux qui changeaient tout le temps. C'était très compliqué. Là, c'est dans une forêt et j'ai 8 personnages. Donc c'est Ça va, facile à côté. ouais, c'est très différent et c'est aussi très chouette parce que c'est pas du tout le même type de personnage. On est plutôt sur une aventure, ce qui n'est pas le cas de George Sand. Enfin, Mm. c'est vraiment à faire. Et avec le même éditeur que sur George Sand, donc Louis-Antoine Dujardin qui a travaillé avec nous sur George. Et c'est très différent, c'est beaucoup plus court, ça fait 120 pages, parce qu'il y a déjà une assez bonne BD, mais c'est quand même beaucoup plus court que 310. Et en couleur cette fois-ci. Et voilà, donc je suis pas mal avancée déjà dans le storyboard, donc ça avance bien et c'est très chouette à faire. Je m'amuse beaucoup. Et là, au niveau des couleurs, du coup, tu fais comment? Alors, les couleurs, je les fais jamais à la main par contre. Je travaille sur Photoshop ou sur Procreate, enfin, donc différentes applis ou logiciels de dessin et de mise en couleur, quoi. Donc voilà, donc je Mm. scanne mon dessin, je le nettoie et ensuite je rajoute la couleur. C'est de la couleur assez classique, c'est de l'aplat. Voilà. Mais Mm. sur la précédente, Forte, qui était sortie chez Dargo, j'avais, avec Manon Mogel au scénario, j'avais travaillé avec Anne-Sophie Dumège, qui est coloriste, et Mm. c'était trop bien d'avoir quelqu'un à la couleur. C'était vraiment une super expérience. Bon, là, pour ce projet-là, donc je vais faire les couleurs moi, mais j'aimerais bien travailler à nouveau avec elle. C'était vraiment super intéressant de voir ses dessins prendre vie avec la palette de quelqu'un d'autre. C'est vraiment une super Ouais, c'est très expérience. intéressant. Mm. Mm. Ouais. Est-ce que tu as là, à côté de toi, tous les livres auxquels tu as participé pour montrer Euh, les à peu près? Tu en as d'autres à côté de toi ou pas? Bah, j'ai les autres bandes dessinées que j'ai réalisées, si tu Ouais. veux. Ouais, vas-y, Mais très bien. bah, il y en a 5 au total. Donc, alors, je vais pas toutes les remontrer parce que comme j'ai déjà montré Paris d'amis, La Oui, Petite Mosquée et Georges, je vais te montrer les deux autres. Donc, il y a oui. eu avec Céline Magic Félix. Voilà. Il va Magic Félix. Alors, ça parle de quoi, Magic Félix? C'est un petit garçon qui se lève un matin et il est un peu patraque, il comprend pas trop ce qui lui arrive. Et en fait, il se rend compte qu'il a des pouvoirs magiques qu'il ne maîtrise pas du tout. Il est très très nul en magie. Voilà, c'était très mignon. C'était un chouette projet avec Séverine Vidal. Donc, Ah, aussi. Ah, top. ouais, Et ouais. c'est pour les quel âge? C'est assez petit, je sais pas, peut-être 8 ans, je pense, un truc comme Voilà, ça. 7-8 ans. Et celle juste avant Georges, c'était Forte, Mhm. et, chez Dargo. Voilà, donc qui était donc en couleur, avec les belles couleurs d'Anne-Sophie. Et qui Et, raconte quoi? Ça raconte quoi, Forte? alors on est dans la musique encore, c'est musical. C'est l'histoire d'une jeune pianiste brésilienne qui vient étudier à Paris à l'École normale de musique de Paris et dont le compositeur préféré est Chopin. Donc c'est drôle parce que j'avais un trait Ah, c'est marrant. d'union Mm. entre mes deux derniers projets. Et voilà, et donc c'est la découverte de Paris et de l'univers musical d'une jeune étudiante brésilienne. C'était hyper chouette à faire, c'était très cool. Voilà. L'autrice, enfin, c'est la personne avec qui tu as travaillé sur Forte, c'était une femme Ouais, aussi? oui, ouais, ouais. D'accord. Là, donc, je travaille avec Robin sur la réécriture de Peter Pan chez Delcourt, mais c'est la Oui. première fois que je travaille avec un scénariste, avec un homme en fait. Sinon, j'ai travaillé qu'avec des femmes au scénario pour l'instant. Voilà, Mm. c'est un heureux hasard. Voilà. Ça change beaucoup? En quoi c'est Euh, différent? Ça change beaucoup. Je ne sais pas trop. En fait, on s'entend très bien donc avec mon scénariste et on se connaît. On est amis au départ avant de travailler ensemble. Alors que Séverine, on est amis aussi, mais par le travail au départ. Donc, Mm. c'est des relations différentes. On est plus proches en âge aussi avec Robin. On a peut-être 2 ans d'écart, je pense. Mm. Euh, alors que j'avais beaucoup plus d'écart avec mes scénaristes précédentes. Et comme on est de la même génération et qu'il est très au fait des questions de genre et de féminisme, c'est facile de parler avec lui. Ouais. Ouais. Donc, ça va, il n'y a pas eu de blocage pour l'instant là-dessus. Je pense que c'est très différent quand on avec quelqu'un d'autre probablement,
Mais Mm. avec lui, voilà, je ne me dis pas tous les jours, purée, je travaille avec un garçon, c'est l'enfer. Voilà. Ce qui pourrait peut-être arriver avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, mais pas avec. Donc c'est cool. J'ai quand même l'impression que les jeunes finalement de 30 ans, enfin, les garçons d'une trentaine d'années sont quand même plus ouverts, sont quand même très au fait de tout ça, non? En moyenne. Euh, Allez, après, il y honnêtement, a de tout, hein, mais on parle toujours en étant très situé géographiquement et sociologiquement. Et moi, j'avoue que dans mon entourage, oui, j'ai ce sentiment-là. Je ne sais pas si c'est vrai partout. mm, Euh, mais mm, dans mon entourage, ça va. En règle générale, il y a assez peu de points de friction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais, mm. mais non. C'est des milieux qui sont en général assez ouverts. Mais c'est comme partout, hein, quand on creuse, c'est pas si rose. Mm. Après, il y a eu pas mal d'histoires autour des écoles d'art, etc. Moi, j'ai pas été dans une école d'art, donc je peux pas Mm. dire, j'en sais rien. Mais, euh, mais bon, de façon systémique, c'est quand même encore pas très heureux. Après, de façon individuelle, en tout cas, là, sur ce projet, ça se passe hyper bien et j'ai vraiment rien à dire, quoi. Donc c'est cool. Tant mieux, Mais oui. j'ai peur que ce soit encore un peu exceptionnel. Voilà. Mm. En plus, je pense que quand on s'entend bien avec le binôme, notre binôme sur un travail comme ça se ressent sur le travail Oui, fini. oui, je pense. Non, mais c'est sûr. Et puis là, en fait, aussi bien sur George Sand avec Séverine que là sur Peter Pan avec Robin, comme on s'entend très bien, il y a un dialogue qui est très très facile. C'est hyper simple d'échanger, de revenir sur des trucs, de discuter et tout. Et c'est vrai que ça change tout en fait, parce que du coup, c'est pas du tout un travail de commande, c'est vraiment un projet qu'on construit ensemble et qui évolue en fonction de ce que l'un et l'autre proposent. C'est super précieux en fait comme relation, ça se passe pas toujours comme ça forcément. Et il y a aussi que c'est des gens avec qui je m'entends très bien et que je connais par ailleurs, donc Mm. ça aide beaucoup. On peut avoir des relations de travail hyper efficaces et très saines avec des gens qu'on connaît moins bien sûr, mais c'est vrai que là, le fait d'être ami, ça rajoute quelque chose aussi de plus qui rend les choses encore plus simples et agréables. Mm. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Là, aujourd'hui, Ouais. je te demande, c'est quoi ton plus grand rêve en termes, enfin, professionnellement là? Ton plus grand rêve professionnel, c'est quoi? Je te donne une baguette magique, tu as, le pouvoir de créer la demande ou de faire. Ce serait quoi? Euh, alors, j'adore travailler sur des projets différents et découvrir d'autres univers et d'autres milieux. Donc, honnêtement, pour l'instant, ma vie professionnelle a été vraiment hyper cool jusqu'ici. C'était toujours des projets super différents. Travailler avec Rokaya, c'était hyper enrichissant parce que j'ai découvert des tas de choses que je ne soupçonnais pas parce qu'en fait, enfin, voilà, je suis une femme blanche qui vient d'un milieu favorisé. Bah, je vis le monde à partir de mon point de vue et en fait elle m'a ouverte à énormément de choses, c'était vraiment trop bien. Mm. Ensuite, la petite mosquée dans la cité avec Solène, c'est pareil, c'était vraiment fascinant, hyper intéressant, hyper enrichissant. On se rend compte à quel point une mosquée, en fait le fonctionnement d'une mosquée c'est mal connu et stigmatisé, enfin c'est vraiment c'est fou à quel point c'est instrumentalisé en fait alors que c'est une association avec une dynamique, des gens à l'intérieur qui se démènent en fait pour faire exister une communauté et enfin bon, c'était super intéressant et j'avais jamais travaillé autour de la sociologie. On avait eu quelques cours à l'école d'archi, mais guère plus que ça quoi. Et en fait, chaque projet amène son lot de découvertes. Enfin là, le projet suivant, je ne peux pas encore vraiment en parler, mais c'est pareil, je travaillerai en binôme avec quelqu'un qui est hyper spécialisé dans son domaine et c'est super intéressant aussi. Enfin, la bande dessinée, ça permet vraiment ça et c'est hyper chouette. Donc je suis trop contente de faire de la fiction et à chaque fois aussi trop contente quand je travaille sur des sujets un peu plus pointus, comme sur George Sand par exemple, où j'apprends à connaître un siècle, j'apprends à connaître une personne, une œuvre, enfin. Et donc j'adorerais travailler encore sur des projets comme ça qui me permettent de découvrir des sujets dont je ne soupçonne pas vraiment l'existence ou que je connais très mal. Donc je pourrais pas dire. Là en tête, j'ai pas un projet rêvé sur lequel j'adorerais bosser. Par contre, j'adorerais pouvoir ne faire que de la BD ou presque que de la BD. J'adore faire de l'illustration jeunesse
Mais c'est vrai que j'aimerais bien en faire un petit peu entre deux projets de BD sur 6 mois, par exemple. Mais si je pouvais, quand je fais de la bande dessinée, ne faire que de la bande dessinée, j'aimerais vraiment bien. Parce que c'est quand même dur de devoir sortir de la BD pour repasser sur autre chose. Et ça crée des rythmes qui sont difficiles. Là, en 2020, par exemple, j'ai travaillé vraiment énormément. C'était pas très sain. Je ne recommencerai pas à travailler autant. Mais quelque part, j'avais pas le choix parce que pour l'instant, j'habite encore à Paris et que c'est très cher. Donc, il faut que je gagne suffisamment pour payer mon loyer, etc. Maintenant, il est prévu qu'on déménage à Marseille, donc retour au sud. Euh, mais, euh, mais bon, si je pouvais ralentir un peu le rythme, enfin, une alerte qui. Voilà. Si je pouvais ralentir un peu le rythme et être à 100% sur les projets de BD quand je suis dedans, ce serait vraiment le rêve, quoi. Voilà. Et faire, par exemple, et créer une collection rien qu'à toi avec, tu te vois? Est-ce que ça, tu t'arrives à te projeter avec une collection à toi où tu fais le texte, les dessins, tu fais tout toute seule? Ben, là, pour l'instant, j'ai pas d'histoire en tête et je me dis peut-être qu'un jour ça viendra. J'ai pas envie de m'obliger à essayer d'écrire quelque chose si ça ne me vient pas. Après, c'est vrai que j'adorerais, mais je pense que si je me mettais à écrire aussi, donc à être scénariste, peut-être qu'il y a des projets que j'aurais envie de développer tout seul et peut-être que j'aurais envie d'être à nouveau en binôme aussi, mais inversé. Enfin, scénariser pour quelqu'un, ça pourrait être hyper intéressant aussi. Enfin, je vois comme, à quel point j'ai adoré voir Anne-Sophie Dumège travailler sur les couleurs de Forté et donc faire vivre mon dessin différemment. Donc je me dis qu'en fait, quand on écrit, ça doit être pareil, ça doit être fascinant en fait de voir quelqu'un d'autre s'emparer de son texte et le dessiner. Je vois par exemple Thomas Caden donc, qui chapeautait Vivre dessous chez Manolo et qui a fait Les Autres gens et qui avait fait déjà des bandes dessinées où il était scénariste et dessinateur. Donc il y a eu par exemple comment ça s'appelait. Il y avait Sextape, par exemple, qui était chez Manolo. Non, c'était peut-être chez KSTR. Bon, bref. Et en fait, il dessinait à l'époque. Il le fait plus maintenant. En fait, il est exclusivement scénariste, alors que c'était un très bon dessinateur. Mais en Oui. fait, je pense qu'il a eu envie de faire vivre ses projets différemment. Par exemple, là, il a travaillé avec Benjamin Adam sur Soon. Il travaille aussi en binôme pour le scénario avec Joseph Safiedine, par exemple. Et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, on peut travailler tout seul, mais il y a aussi des duos ou des trios qui peuvent se créer comme ça dans le travail et qui sont super enrichissants aussi. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas si je me verrais toute seule, pas tout le temps en tout cas, ça c'est sûr. Mais je trouve ça trop enrichissant en fait de travailler avec les autres. C'est trop intéressant. C'est vrai que c'est très intéressant. Mm. Et enrichissant, comme tu disais. Ouais. Une question encore juste sur le dessin. Parce que je te dis, j'essaie de comprendre comment ça se passe. Tu dessines, tu dessines spontanément, comme ça, ou alors tu visualises d'abord tes personnages, tu les vois d'abord dans la tête et tu reproduis sur papier à travers ta main ce que tu vois dans ta tête. Comment ça se passe? Je comprends la question et pour rien te cacher, je me la pose tous les jours. Ah, Honnêtement, pas trop. Franchement, non, mais le dessin, ça a un côté un peu magique et mystérieux. C'est-à-dire que quand je me mets devant ma planche et qu'il faut que je dessine, je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse, mais je ne reproduis pas quand je dessine une image mentale. En fait, je me laisse aussi guider par le crayon et par l'envie que j'ai. Je vais avoir, enfin, je sais par exemple qu'il va falloir que je dessine. Je sais pas, une scène où, bon, George Sand, je sais pas, écrit par exemple, voilà, donc elle écrit. oui. Je sais qu'il faut que je fasse ça, je sais pas exactement comment ça va se faire. Et c'est aussi un dessin qui va répondre à d'autres dessins dans la même page en général, donc parce que je dessine une case, puis une autre, etc. Et je sais que la composition doit se répondre pour que l'œil soit guidé vers le bas de la page et qu'on tourne la page et qu'on passe à la suivante. Parce que la bande dessinée, c'est aussi ça quand même, hein, c'est accompagner le lecteur pour qu'il tourne la page et voit ce qui se passe derrière. Mais non, j'ai pas une idée hyper définie avant de m'y mettre. Sauf si par exemple c'est une pleine page où là je peux avoir par exemple à côté avoir fait un mini croquis pour y réfléchir en amont, mais c'est jamais très précis avant de m'y mettre. Voilà. Sauf si je sais qu'il faut que je dessine un close-up par exemple, donc un zoom sur, je sais pas, un pied, une main, des choses comme ça, mais sinon des scènes un peu plus larges, non, je me laisse vraiment guider par le dessin. Instinctivement.
Il y a de l'instinct Ouais, là-dedans. Mais on ouais. dirait, c'est marrant parce que c'est un petit peu ce que disait Séverine la dernière fois aussi, Sur par rapport à l'écrit. ses personnages. C'est-à-dire que dans l'écriture, elle se laisse porter par. Et c'est les personnages qui la portent. Parce que des fois, Ouais. l'histoire se termine pas du tout comme elle avait imaginé. Les personnages n'évoluent pas du tout comme elle avait imaginé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ne pas Ouais. mettre de mental là-dedans. Finalement, c'est une forme de méditation. J'ai l'impression, Euh, tel que tu me décris, il y a une forme de méditation. Allez, t'es connecté à ton âme profonde. Il n'y a pas de mental là-dedans. Bah, un peu, non mais c'est vrai. Enfin, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me demandent, ah, mais enfin, qui me disent c'est super, du coup, quand tu dessines, tu peux écouter des podcasts. Oh, j'en suis incapable. Je n'y arrive pas du tout parce qu'en fait, j'ai tellement besoin d'être concentrée sur ce que je suis en train de faire que je ne peux pas avoir complètement l'esprit ailleurs. Et je peux pas du tout écouter un podcast intéressant parce que soit je vais arrêter de dessiner, soit je vais Ouais. arrêter d'écouter. Donc c'est hyper frustrant en fait. Je ne peux pas faire les deux en même temps du tout. Du coup, bah, soit j'écoute de la musique, soit, en règle générale, j'avoue, c'est un peu scandaleux, mais je passe mon temps à réécouter en boucle des audiobooks d'Harry Potter en anglais en me disant, bah, c'est travaillé, c'est bien, donc mon vocabulaire magique est super, ou alors à réécouter en boucle des épisodes de Friends, parce que comme je les connais par cœur, si je déconnecte, je m'en fous, c'est pas grave, je sais comment ça va se terminer, donc tout va bien. Mais non, mais c'est un peu un scandale, hein. Peut-être que je pourrais mettre tout ce temps à profit pour me cultiver et je n'y arrive pas, c'est impossible. Sinon, je n'écoute pas en fait. Donc voilà. Non. Oui, oui. Ou alors, tu n'es pas effectivement concentré sur ce que tu fais. Non, Donc c'est zéro. Finalement, ouais. ça n'a rien. C'est contre-productif dans un sens Bah et oui, dans un complètement. autre. Laisse tomber. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps Ouais, pour dessiner, un temps pour écouter les podcasts et ouais. regarder les films. Ah, c'est génial. C'est c'est un univers tellement passionnant. Et d'ailleurs, chez toi, tu es toute seule ou tu as ton compagnon aussi qui est à côté, qui dessine? Ou tu as besoin Alors, justement effectivement de cet univers-là quand même pour travailler? là, pendant le confinement, on était tous les deux à la maison, forcément, mais c'est une période où, enfin, en fait, moi, j'ai fait des études d'architecture et j'ai pas du tout travaillé dans ce domaine-là. Mon compagnon, par contre, a fait des études d'architecture Hmm. et entre l'archi et le dessin. Donc, c'est par période et parfois c'est concomitant, mais assez rarement parce que l'architecture, ça reste un métier très engageant. Donc, là, en ce moment, il est architecte. Donc, pendant le confinement, il travaillait à la maison donc, en tant qu'archi. Et moi, je travaille à la maison aussi, mais en temps normal, j'ai un atelier. Donc là, je suis chez moi parce que c'est plus simple, mais Hmm. normalement, j'ai une place dans un atelier à Montreuil, pas très loin de chez moi, avec d'autres personnes qui sont dans des milieux très différents. Alors, il y a une autre autrice de bande dessinée, donc Kélam, qui est hyper intéressante et qui fait des projets vraiment passionnants et qui est hyper talentueuse. Elle est aussi illustratrice. Et sinon, pour les autres, c'est beaucoup plus varié. Donc, j'ai une de mes collègues, par exemple, qui est scénographe et qui est enseignante au Carrousel du Louvre. Il y a un architecte aussi, il y a un anthropologue là qui terminait sa thèse, il y a un journaliste, des graphistes. Enfin, c'est très très varié, quoi. Voilà. Très varié et riche en rencontres, Très encore une fois. varié et riche. Hmm. Enfin, moi, j'ai besoin de sortir de chez moi pour travailler, d'avoir un cadre, de savoir que quand je rentre chez moi, le travail, c'est fini. Voilà, Oui. j'ai besoin de passer à autre chose. Et en fait, pour ça, avoir un atelier avec des collègues, c'est trop cool. Et puis, enfin, on peut aussi éventuellement montrer ce qu'on est en train de faire, en discuter. C'est, non, c'est super. Moi, c'est vraiment un format que j'adore, le format de l'atelier. Même si finalement, il y a du bruit, il y a des gens qui parlent, où chacun est vraiment concentré sur ce qu'il fait. Ouais, après, c'est pas un atelier très bruyant. Il y a des ateliers plus ou moins bruyants. Là, en l'occurrence, on n'a pas des activités hyper bruyantes. Il y a des coups de téléphone, mais c'est à peu près tout. Après, il y a des ateliers avec des gens qui, par exemple, vont faire du bijou ou des choses comme ça, où en fait, on utilise des petites machines et ça fait du bruit. Là, nous, c'est un atelier assez calme et on est nombreux, mais on est répartis dans plusieurs pièces et deux niveaux. C'est un atelier assez grand. On est 11 en ce moment. Mais c'est assez calme et surtout, on n'est jamais tous là en même temps. Enfin, ça Mm. arrive extrêmement rarement. On n'a pas du tout les mêmes emplois du temps. Il y en a qui ont aussi des engagements à l'extérieur, donc comme celle dont je parlais, Cléa, qui, euh, qui elle, est prof aussi à temps partiel et qui, du coup, souvent n'est pas là. Enfin, c'est très varié, quoi. Enfin, il y a beaucoup de rendez-vous à l'extérieur aussi. Mais oui, et puis ce bruit de fond qu'il peut y avoir parfois, bah, finalement, il fait partie de mon environnement de travail, en fait. Je l'identifie comme travail, donc c'est pas du tout pareil que c'est pas. Enfin,
qu'un coup ponctuel. Enfin, là, je sais que ça arrive et c'est normal. Voilà. C'est le lieu où C'est pas grave. je travaille tous les jours, quoi. J'aime bien parce que quand tu nous parles de ton atelier à Paris, là, c'est vraiment comment on s'imagine Paris, le quartier des artistes. C'est vrai, hein, c'est Ouais, la vie et c'est magique parisienne. Mm. c'est marrant parce que en plus pourtant, enfin, c'est un atelier qui, enfin là, comme ça, a pas du tout l'air parisien. Déjà, on est à Montreuil, on est dans une petite cour, c'est un immeuble qui doit dater des années 60 ou 70, donc c'est vraiment pas un atelier genre sous les toits avec une vue sur Paris et tout, c'est pas du tout Parce comme que c'est ça. comme ça qu'on l'imagine, ouais. En fait, pas Comme du ça tout. qu'on l'imagine. Et en l'occurrence, c'est pas du tout ça. Mais après, il est vraiment super agréable. Moi, je suis assise face à une fenêtre. Derrière, il y a un rosier. Enfin, je vois le ciel. C'est super agréable. Donc l'été, on a la porte ouverte. On peut déjeuner dehors dans la petite cour. C'est trop cool. C'est Mm. trop cool. C'est marrant de voir à quel point la vie que j'aurais pu projeter à Paris ne ressemble pas à la vie que je vis en fait à Paris. Moi, j'habite dans le 20e arrondissement. Au final, je suis quand même généralement dans le 20e arrondissement. Enfin, le week-end, je sors de chez moi, mais d'une manière générale, toutes mes adresses préférées, elles sont dans mon quartier en fait. Enfin, alors que Mm. le sud 20e, c'est pas du tout un quartier touristique, par exemple. C'est pas le Paris de carte postale, quoi. Mais Non, c'est c'est sûr. pas là où tous les touristes vont. Mais c'est Non. ce qui reste. Ça reste un petit village finalement. Ouais, Mm. Et Paris est rempli de petits villages finalement aussi. Mais bon, ça, on y reviendra une autre fois. ouais. Le temps passe, Kim. C'est l'heure de se quitter, de terminer cet échange. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon Bah, merci à invitation, toi. C'était hyper d'avoir parlé de intéressant. ton travail, ta passion. D'ailleurs, oui, dernière question. Oui. Aujourd'hui, c'est ton travail, mais est-ce que c'est une passion? C'est mon travail et c'est une passion. Oui, oui, non, clairement, actuellement, je me verrais pas du tout faire autre chose. Et je pense que si je faisais autre chose, bon, déjà, je pense qu'on l'aura compris, mais je ne ferais pas de l'archi. Même Non. si c'est un métier que j'aime beaucoup et que je trouve fascinant, c'est pas du tout fait pour moi. S'il fallait que je fasse autre chose, je sais pas, peut-être que j'enseignerais ou. Enfin, je pense que ça aurait rien à voir, quoi. Mais oui, c'est un métier qui me passionne et j'adore faire ça. Je suis ravie le matin de me lever pour faire ce travail-là, quoi. C'est précieux. Et continue, parce que c'est merveilleux. Continue. Merci. George Sand, j'en reparle encore, parce que vraiment, je suis super fan de ce travail, de ce duo fantastique entre Séverine Vidal et Kim Consigny. Bravo à toutes les deux. Bravo pour ton travail, Kim. Merci. Passe une Merci très bonne beaucoup. journée. Fais-nous encore des Merci. beaux dessins. Fais-nous rêver. Fais-nous voyager dans le temps et dans la vie. Merci. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci à toutes et à toutes. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir, Kim. Salut.